Bonjour à tous. L'actualité cette semaine aura été marquée par le débrief, on va l'appeler comme ça, de cette tournée de reddition de comptes. Vous le savez, 2 semaines durant, les émissaires de Patrice Talon étaient sur le terrain pour expliquer un peu à l'aune des différentes réalisations, les 8 années de gouvernance du premier magistrat du pays. Alors, des voix se sont élevées pour porter des critiques quant aux différentes déclarations qui ont été divergentes sur le terrain, celle de la vice-présidente de la République du Bénin et celle du professeur Joseph Diogbenou, qui par ailleurs est président d'une formation politique, l'UP Le Renouveau. Alors, de quoi retournent toutes ces envolées verbales parfois non maîtrisées? Est-ce que les consignes du chef n'ont pas été respectées? Autant de questions qu'on met sur la plateforme aujourd'hui pour en discuter avec notre invité. En deuxième sujet, on parlera justement de ceux différents, le Bénin et le Niger, avec en prime les dernières déclarations du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Metonou, qui est sorti, qui a fait un point de presse sur la question. Et puis la partie nigérienne n'a pas tardé aussi à réagir sur le même sujet. Pour en parler dans cette émission Prime Politique, nous recevons pour vous un habitué désormais de ce plateau, Distel Amonsou. Bonsoir à vous. Bonsoir chers amis, bonsoir chers amis internautes. Et merci de toujours accepter notre invitation. C'est un devoir. Merci. C'est un devoir. Merci beaucoup. Vous êtes acteur politique, membre de la coordination nationale du parti Bloc Républicain. C'est bien cela? Non, vous me hissez trop haut. Je suis un militant lambda du Bloc Républicain. C'est vrai que cela paraît curieux, mais il reste que je suis un militant lambda du Bloc Républicain. Au vu de tous vos efforts et de vos actions sur le terrain. Oui, c'est une question de cheminement. Oui, tout à fait. D'accord. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'être avec nous. Prime Politique, c'est parti, donc, vous le savez. Pendant 2 semaines, il y a eu cette tournée de reddition de comptes sur le terrain. Distel Amonsou, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais pas, je comprends pas exactement l'esprit de votre question, mais je dis que ce qui est prévu a été fait. Donc pour le gouvernement, il n'y a pas il n'y a pas de quiproquo. Il n'y a pas de doute sur la réussite de l'exercice. Mais comment expliquez-vous qu'il y a eu quand même des voix assez divergentes sur le terrain pour un gouvernement qui veut rendre compte aux populations? Pourquoi ces émissaires n'ont pas eu quand même les mêmes mots presque ou le même langage sur le terrain? Oui, parce qu'ils ne sont pas nés de la même manière, ils ne sont pas les mêmes personnalités. Non, il faut situer les choses dans leur contexte. De quoi est-il question? Il est question, pour moi, non pas d'une tournée gouvernementale de reddition de comptes, mais plutôt d'un séminaire itinérant d'information de grands militants des partis qui soutiennent les actions du président Patrice Talon. Et lorsque vous regardez la composition des équipes, n'est-ce pas, qui sont allés rencontrer ces grands militants-là, c'est une sorte de melting pot de personnalités. Vous allez voir des députés, vous allez voir des ministres, vous allez voir des techniciens, des directeurs centraux. Et vous allez voir des acteurs politiques à la tête de partis politiques. Voyez-vous. Alors, donc, avec cette composition, on ne saurait parler de tournée gouvernementale de reddition de comptes. La mouvance a décidé de se parler, de parler à ses militants, pour combler un gap, combler un déficit qui donne naissance et laisse place, laisse cours à l'intoxication ambiante, à la désinformation et à la mésinformation. Le gouvernement a donc décidé de combler ce gap-là en amenant les grands militants, n'est-ce pas, des partis soutiens aux actions du chef de l'État à un niveau d'information pour leur permettre d'être vaccinés contre la pathologie de la désinformation. Il ne vous échappe pas
que nos amis, nos vis-à-vis, écument depuis plusieurs mois les hameaux de nos villages, les quartiers de nos villes, et transportent, transposent et véhiculent de la mésinformation. Il faut donc que le gouvernement sorte définitivement de ce qu'on avait appelé la normocommunication pour aller parler aux populations. Nous sommes dans un pays de Hovik-Léou, de Hovik-Pekpek. Nous sommes dans un pays de Atchakpodi. C'est cela l'essence de notre sociologie communicationnelle. Donc il faut aller parler aux grands militants. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Vous soulevez des propos qui auraient, n'est-ce pas, créé des tollés ou auraient choqué. Avant même d'en arriver à ces propos, Dissel Amonsou, permettez qu'avec vous, on fasse quand même une analyse globale, parce que certaines personnes ont estimé quand même que c'est assez budgétivore pour le contribuable béninois. Vous les avez cités tout à l'heure. Le constitutif de cette délégation, il y a eu des ministres, des députés, des personnalités en tout cas de divers niveaux qui étaient dans la délégation. On sait que ça, c'est des frais d'hôtel, ça, c'est des frais de restauration, des frais de carburation aussi. Tout ça sur le dos du contribuable béninois. Est-ce qu'on n'aurait pas pu vraiment réduire les délégations qui étaient descendues sur le terrain? Alors, je dois vous le dire tout de suite, je ne suis pas partie prenante de cet exercice, de cette tournée. J'ai observé de loin, comme tout le monde. Et je crains que ces informations-là ne soient fondées. Il faudra peut-être aller à la source. Il faudra interroger le budget et interroger le gouvernement à travers, n'est-ce pas, la logistique autour de cet exercice-là. Mais je ne crois pas que le gouvernement du président Patrice Talon, qui gère les dépenses publiques avec assez de parcimonie, puisse donner dans du gâchis de cette façon-là. Non, je ne vais pas m'attarder sur le CFA autour de cette tournée. Mais je vais plutôt m'attarder sur les enjeux de la tournée. Mais il semble que vous esquivez la question, visiblement, puisque... Oui, parce que je n'ai pas fait d'enquête, je n'ai pas d'éléments, je ne suis pas partie prenante de la tournée, donc je ne suis pas concerné, je n'ai pas posé ma signature sur un État, donc je ne sais pas de quoi il est question. Et je ne saurais spéculer en lisant dans la boule de cristal. Je ne saurais spéculer en écoutant ou en lisant des choses sur les réseaux sociaux. Moi, je souhaiterais, n'est-ce pas, que vous, journalistes, vous fassiez votre job en interrogeant les personnes, ressources appropriées, adéquates. Je n'en suis pas une pour vous. Donc, du coup, je ne saurais apporter d'éléments de réponse à cette question. D'accord. Merci beaucoup, Dissel Amonsou. On sait aussi que sur le même aspect, des cadres techniques des ministères, des différentes directions étaient sur le terrain. Cela a, semble-t-il, ralenti les choses au niveau du bon fonctionnement de l'administration publique. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a Éric Mbete, par exemple, qui et d'autres membres de l'opposition qui se sont interrogés sur la non-tenue, par exemple, des sessions à l'Assemblée nationale, alors même que le président de l'institution était en tournée de reddition de comptes. Comment analysez-vous tout ceci? Une tournée de reddition de comptes pour ralentir tout le bon fonctionnement du système administratif? Écoutez, le président Éric Mbete, vice-président du parti Les Démocrates, a beau jeu. A beau jeu de soulever, n'est-ce pas, ces points-là de contrariété autour de cet exercice-là. Est-ce que ce n'est pas pertinent à votre avis? Je crois que par endroit, il a raison. Je crois que par endroit, c'est pertinent de faire observer que le président Djogbenou, étant président de l'Assemblée nationale... Président Vlavonou. Pardon. Ouais. Le président, autant pour moi, le président Louis Vlavonou, étant président de l'Assemblée nationale et grand militant du parti l'UP, n'est-ce pas, devrait faire un peu attention lorsque nous sommes dans un contexte de séparation, de régime de séparation des pouvoirs, et que son institution, n'est-ce pas, est habilitée à contrôler les actions du gouvernement qu'il soutient.
et que lui, déjà, il va dire aux populations les bienfaits de ce gouvernement-là et de façon publique, je crois que nous pouvons aisément donner raison au président Éric Rouneté. Et ça, c'est pas faux. Cela s'observe. Cela participe juste d'une omission stratégique, certainement, n'est-ce pas, des leaders de la mouvance qui auraient pu, n'est-ce pas, demander au président Diogbenou de rester au palais. Le président Vlavonou, décidément, peut-être que le président Diogbenou deviendra un jour président de l'Assemblée. J'en sais rien. Mais son nom... Ça fait partie des postes qui manquent à son palmarès de toutes les... Bon, alors, donc c'est le mal que je pourrais lui souhaiter. Non, je parle précisément, n'est-ce pas, du président Vlavonou. Je crois que ça fait partie des quoi qu'on pourrait retenir quant à l'organisation de cette tournée. D'accord. Avant d'en arriver à ce qui est bien, et ça, vous allez le dire tout à l'heure, il y a que la vice-présidente de la République, on lui a prêté des propos sur lesquels, justement, le parti, les démocrates, entend saisir la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si c'est déjà fait, au fait, quand même, de clarifier la situation. On estime que, au cours de la tournée, Madame Mariam Tchabi Talata, vice-présidente de la République du Bénin, a prêté des intentions de mandat supplémentaire au président de la République. Votre avis? C'est une manifestation de mauvaise foi flagrante. Il échappe très rapidement aux Béninois que la vice-présidente Madame Talata est une enseignante. Donc, il a de la méthode et de la pédagogie. Il a une donnée lexicale assez fournie. Une banque de données lexicales assez fournie, j'allais dire. Donc, le président, la vice-présidente Talata ne dit pas les choses comme ça. Et lorsque vous placez les propos incriminés dans leur réel contexte, vous allez vraiment stigmatiser la mauvaise foi de ceux qui lui prêtent ces intentions-là. Jamais, à aucun moment, et au grand jamais, la vice-présidente Talata n'a convié le président Patrice Talon à un troisième mandat. Ce qui s'est passé est réellement passé. C'est qu'elle était dans un registre de report speech. Elle rapportait les propos d'une intervenante avant de lui répondre, avant de répondre à l'intervenante, pour saisir, pour faire remarquer, faire observer la pertinence, l'efficacité et l'efficience des réformes engagées par le président Patrice Talon et son gouvernement dans notre pays. Et donc, les gens se sont saisis du pan de phrases reportées par la vice-présidente pour l'accuser. Je crois que c'est une vaste blague et que la Cour constitutionnelle va évacuer ce dossier, on va avancer. Était-elle tenue de reporter les propos de l'intervenante? Une enseignante vous dira, ou un enseignant vous dira qu'il faut avoir de la méthode avant de persuader, avant de convaincre l'apprenant, avant de, n'est-ce pas, de convaincre le vis-à-vis. La dame, si on la laissait, l'intervenante, si on la laissait avec cet esprit de si Patrice Talon ne finit pas tel autre pan, n'est-ce pas, de projet pour faciliter notre écosystème, notre bien-être, eh bien, nous allons lui imposer de rester pour aller au bout des réformes. Si on laisse cette dame-là rentrer avec cet esprit, n'est-ce pas, elle ira intoxiquer d'autres militants. Et c'est pour cela qu'il était de besoin pour la vice-présidente, en reprenant, n'est-ce pas, les propos de cette dame-là, l'esprit, n'est-ce pas, qui sous-tendent ces propos-là, de lui dire, oui, le président Patrice Talon a fait beaucoup, il continuera pas à faire beaucoup pour le reste de son mandat, mais il reste des cadres valables, des 10 fils de ce pays au sein de la mouvance pour pérenniser ces réformes-là. Pourquoi elle ne l'a pas dit de cette façon? Écoutez, en situation de classe, 2 enseignants
n'ont jamais le même réflexe face aux apprenants. Moi, je parle plusieurs semaines après l'intervention de la vice-présidente. Donc, j'ai eu du temps, n'est-ce pas? J'ai eu le moment nécessaire. Mais la vice-présidente, qui n'a pas fauté, qui n'a rien dit de mauvais, était dans le feu de l'action. Et rappelez-vous qu'il ne vous échappe jamais. C'est une enseignante qui a de la méthode et qui a de la pédagogie. Donc, tout ce qu'elle dit est structuré. Il n'y a qu'à écouter ses discours, ses interventions dans les grandes rencontres où elle va représenter le Bénin et le président de la République. D'accord. Merci beaucoup. Toujours au titre de ces envolées, on sait que le président du parti Union Progressiste Le Renouveau, Enfin, le président Diogbenou. Oui, enfin, le président Joseph Diogbenou s'est vu quand même très célèbre la semaine passée à cause de ses propos justement qu'on ne lui a pas prêté, mais il a analysé la situation de la cherté de la vie, surtout de la cherté du maïs, qui pour lui se justifierait par l'abondante consommation des poules. Et du coup, ça a jasé sur la toile. Oui, parce que nous sommes en face d'une population que je vous ai dit suffisamment intoxiquée, parce qu'à l'analyse et dans la réalité, les propos du professeur Diogbenou ne sont pas contre science. C'est des propos qui sont établis. Le contenu est scientifiquement soutenable. Le Bénin, c'est vrai, est en surproduction céréalière depuis 3 saisons dernières, depuis les 3 dernières saisons, autant pour moi. C'est vrai, mais c'est vrai que, en plus de l'évasion, n'est-ce pas, de nos produits dans les pays des pays limitrophes, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Togo, n'est-ce pas? En plus de cela, il y a que des Béninois, n'est-ce pas, organisent de la rétention sauvage à des fins véreuses, donc créent des stocks sauvages et poussent à la pénurie. Voyez-vous, il y a ce second aspect-là. Mais il y a un autre aspect qui est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus compliqué à expliquer aux populations. Le président Joseph Diogbenou n'a certainement pas eu le temps nécessaire d'aller au fond, n'est-ce pas, de ces explications. Le Bénin a pris la décision, n'est-ce pas, de mettre un frein à l'importation des produits congelés dans notre pays pour booster la production avicole au Bénin. Permettre donc aux jeunes, aux jeunes agronomes, aux jeunes opérateurs économiques, aux jeunes qui traînent, qui conduisent aujourd'hui nos émigrants, ou qui font ci, ou qui font ça, et qui crient, n'est-ce pas, au manque d'emploi, d'aller vers la production animale. Mais lorsque vous produisez, n'est-ce pas, dans ce secteur, vous avez besoin de provendre, n'est-ce pas, vous avez besoin de provendre. Et tout le monde sait que les provantes aujourd'hui, telles que nous les connaissons, ont dans leur composition une forte quantité de maïs. Le président Diogbenou a voulu juste dire que cette part importante aussi participe de la faiblesse, n'est-ce pas, du stock disponible dans nos marchés. Il n'a rien dit de mauvais. Et il n'y a personne pour contredire cette vérité, cette réalité. Sauf qu'il y a aujourd'hui d'autres possibilités de la production de ces provantes-là, qui partent, n'est-ce pas, de l'utilisation des herbes et des plantes. C'est une technologie nouvelle qu'il faudra certainement prospérer et développer pour sauver, n'est-ce pas, cette quantité de maïs qui va dans la production des provantes. Pourquoi le professeur Joseph Diogbenou n'a
N'a-t-il pas usé quand même? On sait qu'il est... C'est l'enseignant aussi. Un enseignant, voilà, il manie très bien la langue de Molière. Il aurait quand même, et il a même par endroit parlé en langue nationale fond. Il s'est adressé aux populations. Pourquoi ne pas l'expliquer de cette façon que vous avez employé tout à l'heure? Parce que ce qu'il a dit, ça a été quand même balayé sur la toile à l'international. Un peu partout, les réactions ont fusé. On a le sentiment qu'il a déplacé le sujet au lieu d'analyser au prisme des actions menées par le gouvernement pour soulager les populations. On préfère jeter le dévolu sur les poules de façon... Oui, c'est une caricature. Ouais. Jeter le dévolu sur les poules, c'est une caricature. Une caricature, bien sûr. C'est une grosse caricature. Ouais. Et ce n'est pas de cela qu'il est question. Moi, je le fais aujourd'hui. Je fais cette démonstration de cette façon, aujourd'hui sur votre plateau, parce que je la fais, cette démonstration, avec beaucoup de recul. Ouais. Je la fais parce que je dispose de 52 minutes. Voyez-vous, c'est un plateau. Ça n'était pas la même chose pour le professeur Diogbenou. Et je sais que dans le protocole de l'organisation de cette tournée, c'est un timing déterminé qui a été accordé à chaque intervenant. Ouais. Peut-être que n'avait-il pas eu le temps nécessaire d'aller au fond des explications. Et les gens l'ont, n'est-ce pas, titillé sur ce qui pourrait être caricaturé. Et c'est ce qui est fait. Mais attention, celui qui parle devant des étudiants à Bomé-Calavi ne parle pas de la même façon que celle qui parle devant les collégiens. Avec les collégiens, il faut beaucoup plus de patience, beaucoup plus de méthode. Mais nous savons comment ça se passe sur nos campus. C'est pas la même méthode. On a le sentiment que vous défendez à corps et à cri vos camarades. C'est dommage, c'est l'impression que je donne aujourd'hui, mais je ne suis pas militant de l'UPR Le Renouveau. Je suis militant du Bloc républicain. Ce sont vos camarades, c'est la même chose. La vice-présidente. Vous soutenez tous les actions du chef de l'État. La vice-présidente, elle est de l'UPR Le Renouveau. Le professeur Diogbenou est de l'UPR Le Renouveau. Mais quand c'est bien, je dirais que c'est bien. Lorsque je donnais raison tout à l'heure au président Eric Rouneti contre le président Louis Vlavonou, vous n'avez pas saisi la pertinence ou la nécessité de dire que maintenant Distel est en train de défendre LD contre l'UPR, le renouveau. Non, lorsque vous êtes dans l'exercice de l'analyse, du décryptage, c'est votre expertise qui est interrogée. Ce n'est pas le côté partisan qui est interrogé, parce que les réflexions, les analyses doivent rester pour juger de vous demain. Donc vous ne venez pas sur un plateau parce que vous êtes un militant, tout refuter et tout balancer, tout booster dehors. Non, vous apportez des raisonnements, des analyses pertinentes pour que la jeune génération puisse continuer à croire à vos réflexions. D'accord. Tournée de reddition de comptes pendant 2 semaines. Quels sont les points positifs à ressortir de cette tournée? Est-ce que vous avez eu le sentiment que cela a véritablement impacté les populations au regard des images et des retours que vous avez eus? Cela fait partie des enjeux. Et je vous l'ai dit, je ne suis pas partie prenante de la tournée. Et n'étant pas partie prenante de la tournée, je ne peux qu'avoir un regard de l'extérieur. Et je crois que lorsque j'observe la composition de chaque groupe, n'est-ce pas, rencontré par les autorités, les personnalités, c'est une question de quota. C'est des militants de l'UPR Le Renouveau, c'est des militants du Bloc républicain, c'est des militants de la RN, c'est ça, de Madame Prudencio, Renaissance nationale, et du Moël Bénin, n'est-ce pas? C'est donc ce regroupement-là de grands militants. C'est vrai, le quota n'est pas le même, d'accord. Alors l'enjeu pour moi, c'est quoi? Lorsque je parle de séminaires itinérants d'information de grands militants de ces partis soutiens-là aux actions du président Patrice Talon, je dis que ces militants-là doivent s'approprier le contenu de l'exercice, de tout ce qui leur a été dit.
Ils doivent disposer de la documentation, n'est-ce pas, pour décliner vers la base ce qu'il est nécessaire de retenir autour des réformes engagées par le président Patrice Talon. Et c'est ça l'enjeu. Sinon, ça aurait été une peine perdue. Voyez-vous? Mais, je crois que, selon les informations qui me parviennent, ces grands militants-là, avec d'autres élus, n'est-ce pas, notamment députés, conseillers communaux, vont descendre, n'est-ce pas, plus bas, et beaucoup plus bas dans les hameaux et dans les villages et dans les quartiers de ville, n'est-ce pas, pour porter ces informations-là vers la base. Parce qu'en fait, nos vis-à-vis, les amis de l'opposition, vont surtout infester, n'est-ce pas, les militants à la base. Ma tante Adjakotomé doit pouvoir être guérie de ces intoxications-là si les grands militants qui ont été, n'est-ce pas, cooptés pour cette tournée-là font véritablement le travail à leur tour. Parce que les ministres ont fini, n'est-ce pas, de leur dire ce qui est. Il reste que ces militants-là puissent jouer leur rôle à la base. Et cela interpelle le bon fonctionnement des partis politiques qui soutiennent les actions du président Patrice Talon. Oui, ces partis-là, le législateur a dit que ces partis doivent disposer d'écoles de partis. Et cela devrait être le rôle de ces écoles-là. Et le législateur a prévu de budgétiser ces écoles, de doter ces écoles-là de budget. Et ces budgets-là, ces différents budgets, proviennent des ressources du contribuable béninois, de vous et de moi. Donc il faut en appeler au bon fonctionnement de ces écoles, au bon fonctionnement des partis politiques, pour que le gouvernement n'ait plus à venir vraiment aller au front de cette façon. D'accord. Quand vous avez eu le temps, pendant 8 années, à réaliser des choses au profit des populations, est-ce qu'on sent forcément le besoin de descendre dans les arènes pour le leur expliquer? Est-ce que les populations n'ont pas déjà vu ce qui a été réalisé? Pourquoi avoir senti le besoin de descendre sur le terrain et de faire cette reddition de comptes? Oui, j'ai entendu ce discours. C'est un discours politique, c'est un discours déconstructeur de l'exercice qui a été engagé. C'est un puissant poison, n'est-ce pas, pour l'exercice qui a été engagé. Vous payez tout en noir, là. Non, vous voyez, lorsque vous avez les maux de tête, vous le sentez. Vous savez que vous êtes malade. Mais pourquoi est-ce que vous sentez le besoin d'aller avoir la confirmation du médecin? C'est ça. Voyez-vous. Non, je crois que c'est ceux qui le disent ont beau jeu de le dire. Mais communiquer, c'est quoi? Ou réussir, c'est quoi? C'est bien faire ce que l'on a fait, mais de le faire savoir. Parce que nous sommes sur le terrain politique. D'accord. Sur beaucoup de projets, j'ai entendu le discours du genre, c'est tel gouvernement, tel président prédécesseur de Patrice Talon qui avait négocié tel projet. Est-ce que c'est faux? Lorsque c'est mauvais, ils ne viennent jamais bomber le torse devant le musée de la honte et de la corruption au bord de la lagune de Porto Novo. Ils ne viennent jamais bomber le torse devant. Ah, il paraît que ça a été rasé. Mais ils ne sont jamais venus faire le deuil sur le sépulcre de ce musée-là de honte. Voyez-vous? Non, quand c'est beau, la paternité est disputée. Mais quand c'est raté, personne ne veut en être le père. Aujourd'hui, nous procédons au redimensionnement de nos routes. Nous avons vu la qualité des routes. Calavi, Boïcon, vous pouvez rouler aujourd'hui, tout le monde voit ça. Mais personne ne vient bomber le torse là-dessus pour dire oui, c'est nous. Tout le monde rase les clôtures par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses. Mais allez à Lokossa, les logements sociaux, là. Vous avez déjà vu ça là, dernièrement.
C'est une honte. Mais quand on parle de la route des pêches, avec le redimensionnement, tout le monde dit, ah non, c'était le financement de... Quand on parle d'hôpital, de référence de Calavi, on dit, oh, c'était les négociations de... Quand c'est beau, c'est de... Mais l'État a une continuité, donc cela ne devrait pas... Alors, à partir de ce moment, ne cherchons pas à déconstruire ce que fait l'autre. Prions qu'il fasse davantage, qu'il fasse plus, pour que celui qui va lui succéder fasse également plus. Et ce n'est que comme ça, que pan par pan, brique par brique, le Bénin sera construit et va émerveiller, rayonner au sein du Conseil des Nations. D'accord, merci beaucoup. Il y a une petite parenthèse que je vais ouvrir, ça va peut-être apporter de l'eau à votre moulin. On sait que la plupart des acteurs très proches de l'actuel président de la République, Patrice Talon, avaient aussi travaillé peu ou prou avec l'ancien président Boni Yayi. Quand on compare les résultats aujourd'hui, on se dit c'est peut-être au niveau de la tête qui avait peut-être un manque d'impulsion, puisque Patrice Talon travaille aujourd'hui avec pratiquement les mêmes hommes, pour ne pas les citer. Pascal Irene Koupaki avait été là, Abdoulaye Biotchane avait été là, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adigatou Matisse, avait été là, pour ne citer que ceux-là. Il y en a bien d'autres. Mais avec Yahi, il y avait un autre. Bon. Mais bien, justement. J'étais là aussi. Exactement, vous étiez là aussi. Et donc, pourquoi aujourd'hui on a des résultats différents, avec pratiquement les mêmes zones, les mêmes hommes, je dirais, mais avec un autre président de la République? Écoutez, c'est une question de leadership. Vous savez, Patrice Talon a une personnalité très forte. Je ne prendrai pas le risque qu'il a un ego surdimensionné. Mais je dirais qu'il sait là où il va et il est exigeant, très exigeant sur la qualité et la durabilité de ce qu'il veut obtenir. C'est différent. Et Patrice Talon ne donne pas dans du populisme. Patrice Talon n'entend pas contenter ni famille, ni parents, ni alliés, ni amis, ni militants. Et c'est pour ça qu'il dit, en fait, c'est une démarche choquante, mais c'est une démarche inédite. Patrice Talon est l'une des rares personnalités, à dire dans ce pays, aux grands militants, aux leaders de partis politiques qui le soutiennent, mais je ne peux pas vous donner des postes de direction parce que vous êtes militant. Je ne peux pas, n'est-ce pas, vous donner des postes de direction parce que vous êtes militant. Non. Si je vous donne des postes et qu'il y a détournement, vous allez faire quoi? Si je vous donne des postes et que vous n'avez pas le profil, vous n'avez pas la technicité requise. Non. Le président Patrice Talon est l'une des personnalités de sa génération à pouvoir dire en politique, je vais réviser la Constitution. Il est l'une des rares personnalités à dire, je vais engager des réformes. Et il a dit, lorsqu'il était candidat, ce n'est pas devenu président de la République, qu'il a fait cette déclaration-là. Il a dit, si vous me lisez, si vous me faites confiance, je vais réviser la Constitution parce que le président de la République au Bénin a un pouvoir trop fort, exagérément fort. Il dit, si vous me lisez, je vais combattre la corruption, je vais redimensionner, n'est-ce pas, l'économie de notre pays. Et aujourd'hui, il y a 2 ans, nous projetions, n'est-ce pas, un PIB sur 5,5, mais nous sommes au-delà de 6,2 aujourd'hui. Dans cet environnement de l'UEMOA, de la CEDEAO, nous avons la meilleure économie performante aujourd'hui et certifiée par toutes les institutions sérieuses. Est-ce que le Béninois lambda ressent toute cette performance-là dans son assiette? Hier, les Béninois étaient riches, mais le Bénin était pauvre. Mais aujourd'hui, le Bénin est devenu très riche. Et les Béninois se cherchent. Les Béninois mangent-ils à l'œuf? Il va falloir trouver l'adéquation, n'est-ce pas,
et la péréquation entre ces deux concepts. Est-ce qu'aujourd'hui les Béninois mangent à leur faim, dit Stella Moussou? Quand vous discutez avec eux, quand vous les rencontrez? Alors, je poserai la même question et je vais me donner l'occasion de discuter avec le si grand nombre de clochards et de sans domicile fixe qu'il y a à Paris. Je ferai la même chose au Nigeria, à Lagos, où dans toutes les boutiques pratiquement, chacun a son groupe électrogène. Non. Écoutez, nulle part au monde, il n'y a le social parfait à 100%. Ce n'est pas un faux fuyant, c'est des autres exemples pour justifier ce qu'il y a à l'interne. Regardez les doigts de la main. Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Personne ne mangera de la même façon que l'autre. Personne ne vivra de la même façon que l'autre. Chacun vivra en fonction de ses moyens. Et chacun vivra en fonction de ce qu'il va produire pour se doter de moyens pour vivre. D'accord. Mais lorsque nous allons nous mettre dans l'excès, eh bien, nous allons trouver le sorcier à côté. Ton salaire, c'est 280 000. Mais si tu vas louer une chambre ou un appartement de 150 000 et que tu as une femme, 2 gosses, et que tu te tapes encore une maîtresse en dehors de ta famille, qui est à la base de tes problèmes? Non, dites-moi. Au temps de Yahi, les gens n'avaient pas de maîtresse? Les gens volaient. Disons les choses comme ça. Les gens avaient plus de facilité à détourner. Aujourd'hui, rien qu'avec la création de la cour spéciale, la criette, la peur du gendarme, dit-on, le début de la sagesse. Et on sait aujourd'hui, tu peux voler, hein, dans le contexte de Patrice Talon aujourd'hui, tu peux encore voler, hein, mais lorsque cela se sait, tu en réponds. Et tout le monde connaît le volume de la peine. Le minimum, c'est 10 ans. Et ce n'est pas à 50 ans que tu vas vouloir aller passer 10 ans en prison en plus. Et donc, ça crée un frein. Oui, il y a des têtes brûlées. Hein. Il y a des kamikazes partout dans toutes les sociétés. Mais lorsqu'elles sont prises, ces têtes-là, tout le monde sait ce qui se passe. C'est la criette. C'est misreté. C'est la prison. Mais sous Patrice Talon, nous avons marché contre la corruption. Hein. Sous Boni Yahi, vous voulez dire? Sous Boni Yahi, nous avions marché, n'est-ce pas, contre la corruption. Hein. La marche verte, je me vous souviens rappelez, tout à fait. Mais ça a été efficace en quoi? Mais aujourd'hui, nous allons saluer la nomination du bâtonnier Jacques Migan à la tête du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Ça veut dire que c'est une dynamique contre laquelle il faut constamment, n'est-ce pas, trouver des freins. C'est une dynamique auquel il faut constamment trouver des freins. Oui, est-ce que vous trouvez une réelle signification à la formulation de ce portefeuille-là? Prévention de la corruption. Ben écoutez, lorsqu'on considère la corruption comme une pathologie, comme une gangrène, comme une maladie, eh bien, toute pathologie, on peut mettre des process de prévention, de lutte contre toutes sortes de pathologies. Eh bien, lorsque nous considérons la corruption comme une pathologie, eh bien, nous pouvons mettre en place des dispositifs en amont, n'est-ce pas, pour freiner, pour ralentir l'efficacité de la corruption sur notre gouvernance. Mais ça, on n'aurait pas pu parler du renforcement de la lutte contre la corruption au regard des instruments que vous avez énumérés tout à l'heure. C'est une question de conception, c'est une question d'appellation, c'est une question de feeling, je préfère le dire comme ça. Je ne suis pas le concepteur de ce poste, je ne suis pas le président de la République. Ces cadres et lui ont pensé qu'il conviendrait de l'appeler comme ça, c'est fait. Le plus important, c'est le rôle que va jouer, n'est-ce pas, cette structure, en additif, en plus à tout ce qu'il y a comme appareillage à la lutte contre la corruption. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que contre la corruption, il n'y aura jamais assez de force. Il faudra continuer de décupler les forces contre cette gangrène-là. D'accord. Stella Moussou, nous allons aborder maintenant le second sujet annoncé pour le compte de cette émission. C'est le différend
entre le Bénin et le Niger qui ne finit pas avec les derniers développements. On a suivi la semaine écoulée la sortie du procureur spécial près la Criette, M. Mario Metonou, qui a donné des éléments nouveaux sur le sujet. Il a dit qu'il y a 5 Nigériens qui se seraient introduits frauduleusement sur le site. On a suivi aussi cette semaine que ces derniers ont été présentés au procureur. La suite, on sait que du côté du Niger, on n'a pas bien apprécié cette déclaration. La partie nigérienne estime qu'il faut libérer sans condition ces ressortissants et qu'ils sont les personnes qui sont venues légalement ou régulièrement au Bénin. J'ai envie de dire à quand la fin de cette situation et qu'est-ce qu'il faut réellement aujourd'hui pour que le Bénin et le Niger s'entendent une bonne fois? Alors, c'est une interrogation légitime. Interrogation qui trotte dans la tête, je crois, de tous les Béninois et de tous les Nigériens. On parle d'informations persistantes tendant à la déstabilisation du Bénin, à l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Et de l'autre côté, du côté de Niamey, on parle de présence de forces terroristes tendant à déstabiliser la junte et son régime. Qui est dans le vrai au niveau des deux pays? Je dis dans tous les cas, lorsque les questions économiques se déplacent pour se retrouver sur des questions sécuritaires, tout devient possible. Tout devient possible. Au nom de la raison sécuritaire d'État, je dis, tout devient possible et je préfère m'en arrêter là. À quand le bout du tunnel, disait la Moussou, puisque les populations des deux côtés appellent de tout leur vœu que ça se règle? Je crois que nous sommes des Africains, que nous soyons Nigériens, Béninois, Togolais ou Nigérians, nous sommes des Africains et c'est le moment de prouver à la face du monde que les Africains savent se quereller, mais qu'ils savent aussi s'asseoir, se parler, s'entendre et s'écouter. Je crois que nous devons continuer de rechercher la clé. C'est la sagesse. La clé de la sagesse. Quel pays pourrait intervenir selon vous? Pays. La partie chinoise, les institutions sous-régionales. Pays ou personnalité ou et religion ou il faut que les États africains donnent à la face du monde la preuve que nous savons nous quereller, mais nous savons nous retrouver à nouveau autour d'une table pour discuter et repartir. Parce qu'en fait, ceux qui reçoivent le coup ne sont pas les personnalités qui dirigent le Bénin. Ceux qui reçoivent le coup ne sont pas les personnalités qui dirigent le Niger. Mais ceux qui reçoivent le coup, ce sont les transporteurs, ce sont les commerçants, ce sont les gagne petits. C'est eux qui subissent le coup. Et c'est parmi ces populations-là, faibles, que les terroristes vont puiser de la main-d'œuvre pour avancer dans leurs œuvres de mécréants. Alors, à partir de ce moment, que ce soit le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Nigeria, où frappent ces terroristes-là, nous avons pour obligation, n'est-ce pas, de coproduire la paix entre nous, de coproduire la sécurité entre nous et de coproduire le développement pour nos peuples. D'accord, merci beaucoup, Distel Amoussou. On va finir cette émission. Je vais vous laisser le soin de conclure, de dire votre mot de la fin par rapport à ces deux sujets. On a parlé de la reddition de comptes, voilà, que vous avez
nommé autrement, vous avez parlé d'un séminaire itinérant, ça je vous le conseille, d'information de grands militants. Voilà, justement. Et on a parlé aussi de cette situation entre le Bénin et le Niger, en questionnant un peu quand est-ce que tout ceci va finir pour le bonheur des deux peuples. À ces deux sujets, votre mot de la fin. Je voudrais en appeler aux dirigeants de nos pays, que ce soit au Bénin ou que ce soit au Niger, qu'il n'y a point de développement au-delà de l'homme, n'est-ce pas? Donc, que nous puissions travailler à améliorer les conditions de l'être humain, n'est-ce pas? Que ce soit des Béninois ou que ce soit des Nigériens, et que les questions économiques soient regardées avec beaucoup plus de sagesse, de pertinence, de perspicacité, pour que l'Afrique puisse s'en sortir grandie. Parce qu'en réalité, le défi de demain va être le défi de l'environnement. Et lorsque nous allons contribuer à nous auto-détruire économiquement, à nous auto-détruire politiquement, est-ce que nous pourrons avoir demain la cohésion nationale et la force commune pour lutter pour l'assainissement de l'environnement de nos populations? Je crois que nous avons pour obligation de nous parler, de nous écouter. Je vous remercie. Merci à vous, Distel Amonsou. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre actif, militant du parti Bloc républicain qui soutient les actions du président de la République. C'est ici que prend fin cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme que vous allez retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.